Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. De la passion, de la raison et de l'aventure sont au sommaire de ce 24e numéro. De la passion avec l'essai de la Seat la plus sportive jamais proposée de série, la Leon Cupra 280 à Barcelone. De la raison avec l'essai du nouveau Toyota Verso et sa motorisation diesel sur la Côte d'Azur. Et enfin de l'aventure avec l'essai de la nouvelle BMW R1200 GS Adventure à Bonifacio en Corse. Allez en route! Seat a lancé sa nouvelle Leon en berline 3 portes ou 5 portes et en break, mais pour marquer les esprits, il lui fallait une sportive. Voici la Cupra. La nouvelle Seat Leon Cupra est proposée en deux niveaux de puissance, 265 ou 280 chevaux, en deux carrosseries, 3 ou 5 portes, et en deux boîtes de vitesses, manuelles à 6 rapports ou DSG. Si les combinaisons sont nombreuses, toutes sont en deux roues motrices à l'avant, ce qui place la Leon Cupra au sommet de la catégorie, sur le papier tout au moins. Celle de notre essai est la version 280 chevaux avec une boîte DSG. La Leon Cupra 280 se distingue de la 265 par quelques attributs spécifiques, dont les jantes 19 pouces titanium bicolore, les étriers de frein rouges avec le logo Cupra, un spoiler de toit plus proéminent et des coques de rétroviseur noires. Le reste est identique, en dehors bien entendu du petit marquage 280 apposé sur la carrosserie. À l'avant, le bouclier n'accueille plus d'anti-brouillard et les parties noires plus ajourées occupent plus de surface. On retrouve les projecteurs full LED pour la signature lumineuse de la marque espagnole, ainsi que les plis de carrosserie sur ses flancs qui conviennent parfaitement à cette Leon dans cette déclinaison sportive. Les grandes jantes abaissent visuellement encore un peu plus cette Cupra déjà plus basse. L'arrière semble bien plus trapu avec des épaules larges et tout en bas, une double sortie d'échappement de part et d'autre du bouclier. Le mot Cupra est venu remplacer celui de Leon sous le logo du coffre et un 280 rappelle qu'on est en présence de la plus puissante des Leon. Globalement, les lignes sont assez discrètes et devraient ravir ceux qui veulent profiter des performances sans trop se faire remarquer. C'est le moteur 2 litres TSI qui trouve sa place sous le capot de notre Cupra. Mais ce n'est pas là le seul argument de notre Leon puisqu'elle est équipée de série d'un différentiel autobloquant électronique à l'avant, d'une direction progressive et de suspension pilotée. Tout ceci se règle et s'ajuste selon les goûts et les conditions de conduite depuis l'écran de la console centrale en choisissant un des modes proposés ou en paramétrant le profil individuel pour changer le ressenti de la direction par exemple. Ce qui est remarquable, quel que soit le mode de conduite sélectionné, c'est que l'amortissement de la Leon Cupra n'est jamais sec. On trouve de la fermeté et des appuis francs en courbe, mais sans être secoué à la moindre aspérité du revêtement. Le confort est toujours préservé sans nuire à l'efficacité de son guidage et à la précision de son placement. Les informations de la route remontent assez précisément, le train avant engage parfaitement et le train arrière n'est pas léger pour autant. Notre Cupra a de réelles capacités sportives, mais est tout de même une voiture agréable à rouler au quotidien dans des conditions normales de conduite. Même en mode Cupra, les descentes de rapport sont discrètes en dehors du léger coup de gaz que donne l'auto. La sonorité amplifiée dans ce mode ne l'est pas trop. On profite de la musicalité du moteur sans que cela ne dérange à la longue. Enfin, la prise des freins n'est pas violente mais efficace, alors cette compacte sportive brille par un compromis qui ne malmène jamais les occupants tout en assurant une grande efficacité. Son moteur qui grimpe allègrement dans les tours de façon linéaire est très facile à exploiter et nous fait passer le 0 à 100 en 5 secondes 7 avec ses boîtes DSG. On regrette seulement qu'en mode manuel, pour un usage plus sportif, la boîte passe quand même le rapport du dessus. La sobriété extérieure se retrouve à l'intérieur avec, en dehors de petits rappels Cupra, une belle finition et une ergonomie réussie. L'accueil est agréable avec une sellerie confortable qui ne nous engonce pas. Revers de la médaille, en conduite sportive, n'est pas forcément maintenu comme on le souhaiterait, mais au quotidien c'est très agréable. Le grand écran tactile de 5,8 pouces donne accès à toutes les fonctions multimédia et de paramétrage de l'auto, dont les 4 modes qu'on active via le bouton ou sur l'écran directement. Le capteur de proximité permet de laisser l'affichage libre pour la navigation par exemple, si on n'est pas en train de faire des manipulations. Avec notre boîte DSG, on a des palettes au volant pour passer les rapports soi-même, un volant avec un mets plat et une prise en main parfaite.
Enfin, même si on a une boîte automatique, un généreux repose-pied accompagne le pédalier pour équilibrer nos appuis. Avec la Leon Cupra, Seat veut frapper un grand coup, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est réussi. Avec l'aide du différentiel autobloquant à l'avant et des suspensions pilotées, la puissance au sol est transmise sans faille. Il n'y a même pas d'effet de couple lorsqu'on écrase la pédale sur un départ arrêté, ni même de flou en sortie de courbe. Avec 280 chevaux, rien de moins, elle surclasse d'autres deux roues motrices comme la Volkswagen Golf GTI Performance de 230 chevaux ou encore la fameuse Mégane RS avec ses 265 chevaux, mais pas seulement dans les chiffres. Ces performances sont réelles et pour le prouver, Seat s'est offert le record de la célèbre boucle nord de Nürburgring. Du coup, nous poursuivrons notre essai sur circuit dans un prochain numéro de Terre d'asphalte. Ce sera l'occasion de relever quelques autres spécificités de cette auto dans ses conditions d'utilisation. En attendant, on peut retenir que la Leon Cupra, aussi performante soit-elle, offre un excellent agrément au quotidien et une certaine discrétion esthétique, ce qui n'est pas forcément le cas de ses principales rivales. Seat n'a sans doute pas fini de faire parler de sa nouvelle Leon Cupra. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf GTI à partir de 33 980 € en 3 portes, ou pourquoi pas la Renault Mégane RS 265 à partir de 32 050 €. De notre côté, on aime bien l'amortissement très réussi de cette Cupra, la motricité du train avant et la facilité de conduite ou de pilotage. On aime un petit peu moins le maintien limité des sièges, le mode manuel de la boîte DSG et l'attaque de la prise des freins. On termine par la fiche technique de la Leon Cupra 280. Elle est disponible en juin à partir de 32 815 €. Ajoutez 1800 € pour la boîte DSG et 350 € pour la 5 portes. Sa puissance est de 280 chevaux à partir de 5700 tours par minute. Son couple de 350 Nm dès 1750 tours par minute. Ses émissions de CO2 sont de 149 g par km. Sa masse est de 1395 kg en ordre de marche. Sa consommation mixte est de 6,4 litres au 100. Le volume de coffre est de 380 litres. Elle passe le 0 à 100 en 5 secondes 7, un dixième de mieux qu'avec la boîte méca, et le volume du réservoir est de 50 litres. Une année tout juste après son restylage, la Toyota Verso s'offre une nouvelle motorisation et quelques équipements pour 2014. Le monospace compact Toyota Verso, né Corolla Verso, est sans doute une des meilleures alternatives aux stars françaises de la catégorie, que ce soit en 5 ou 7 places, à un détail près. En effet, le gros du marché plébiscite les motorisations diesel 1600 cm3 d'une puissance proche des 110 chevaux. C'est peu lorsque la voiture est bien chargée, mais c'est la réalité du marché en France notamment. Or, le Verso n'était disponible en diesel qu'avec un 2 litres de 124 chevaux. Le partenariat avec BMW permet à Toyota de greffer leur moteur 1,6 litre de 112 chevaux dans une Verso qui se replace d'un seul coup dans la course au titre. Extérieurement, rien ne change avec le Verso découvert en 2013 lors de son facelift. À cette époque, le plus gros changement se portait sur la face avant, avec une toute nouvelle calandre, plus profilée, recevant un jonc chromé qui rejoint les deux projecteurs très étirés. Au centre de celle-ci, le logo Toyota se détache nettement sur un support arrondi, une forme qu'on retrouve à l'extrémité du capot. Le bouclier s'offrait des galbes plus prononcées et accueillait les anti-brouillards cerclés de chrome. L'air de famille avec les Lexus semblait plus proche, mais quoi qu'il en soit, le style de cette Toyota s'affirmait pour le plus grand bonheur de ceux qui sont à la recherche d'un monospace un peu plus distinctif. À l'arrière, les changements étaient plus discrets. Sous son petit béquet, la lunette du Verso restait assez verticale pour préserver l'espace de chargement et deux gros feux rouges encadrent le haillon. Enfin, les rétroviseurs recevaient des répétiteurs de clignotants. Rien de très original, mais l'effort fait sur le style avait été salué. Alors le Verso 14 est effectivement équipé d'une nouvelle motorisation 1,6 litre diesel qui vient compléter notre offre. Ce moteur véritablement vient se positionner au cœur du segment diesel puisque environ 90% des ventes de monospace se font en diesel et notamment avec des moteurs qui ont une puissance entre 110 et 120 chevaux. Le nouveau moteur dispose d'une puissance de 112 chevaux
d'un niveau de CO2 de moins de 120 grammes et une consommation inférieure à 5 litres, à 4,5 pour être précis. Donc répond véritablement aujourd'hui aux attentes de clients particulièrement sensibles au niveau de consommation et de pollution. Cette année, la grande nouveauté est donc l'arrivée du petit moteur 1,6 litre diesel de 112 chevaux d'origine BMW sous le capot de notre Verso. Pour l'adapter à son besoin, Toyota a procédé à quelques ajustements, dont un volant d'inertie bimasse pour réduire les vibrations, et c'est plutôt réussi. On ne le sent quasiment pas vibrer, même lorsqu'on s'élance à bas régime. À la conduite, ce bloc associé à une boîte de vitesse à 6 rapports fait preuve d'une grande souplesse, avec un couple maximal de 270 Nm disponible dès 1750 tours par minute. Quant à elle, les reprises semblent par contre manquer de vigueur. Pour espérer dépasser rapidement, il faut franchement solliciter la mécanique qui du coup n'est plus aussi discrète. Une conduite douce nous convient très bien et sans doute aussi à votre famille qui ne sera pas trop malmenée dans ce monospace. D'ailleurs, le confort de l'amortissement est au rendez-vous et le roulis est assez contenu. À l'heure où la conduite d'un monospace tend de plus en plus à retranscrire les sensations d'une berline, le Verso offre aux occupants une position plus classique, tout au moins dans le ressenti et la perception de la route. Globalement, le nouveau Verso est conforme à l'idée qu'on se fait de la conduite d'un monospace compact, sans réel point fort ni point faible. À bord, on retrouve le surprenant agencement du poste de conduite avec un tableau de bord qui pourrait presque être traditionnel s'il n'était pas décalé à droite et orienté vers le conducteur. Surprenant aussi, le volant tout rond, sans le moindre relief, ça se remarque d'autant plus qu'il n'y a absolument rien derrière. La console centrale se détache assez nettement par son relief et son coloris. Un nouveau système d'infodivertissement est présent et donne accès à toutes les fonctions proposées par le Verso via son écran tactile, dont la navigation qui peut être complétée par les services Google pour un rendu plus réaliste. En dessous, on trouve les commandes de la climatisation et le nouveau pommeau de changement de vitesse. Si le dessin général peut surprendre, l'ergonomie est par contre réussie. Tout en bas de la console, on trouve une prise 12 volts et un connecteur USB, mais ils sont davantage accessibles pour le passager. Le Verso arrive aussi avec un nouveau coloris pour sa sellerie. Si elle est confortable sur l'avant, elle se distingue à l'arrière par les 3 sièges qui peuvent coulisser indépendamment les uns des autres. La modularité est aussi présente dans le coffre avec sur notre version 5 places un plancher qui peut se régler en 2 hauteurs très simplement et d'une seule main. Alors une des particularités du Verso, c'est son nombre de variations intérieures, notamment le fait qu'il puisse ou qu'il offre 32 combinaisons différentes au niveau des sièges. Nous avons également évolué fortement toute la partie, je dirais, connexion, internet, système de navigation. Aujourd'hui, il sera possible effectivement de télécharger automatiquement de la musique, d'avoir des visualisations, des cartes sous forme en 3D. Au final, notre nouveau Toyota Verso 2014 ne change pas radicalement, mais reste dans la course avec cette nouvelle motorisation. Il ne fait que baisser de 10 grammes le niveau de CO2 et ne réduit que peu la consommation annoncée, mais avec ce moteur 1,6 litre de 112 chevaux, la marque japonaise se replace au cœur du segment où le conformisme est de mise sur les motorisations tout au moins. C'est moins le cas sur le design, notamment depuis l'arrivée du très remarqué Citroën C4 Picasso. Le Verso reste plus classique dans ses traits, mais surprenant esthétiquement lorsqu'on en prend le volant. Cela reste une histoire de goût. En tout cas, le Verso ainsi équipé est prêt à en découdre à armes égales avec la concurrence française, avec d'excellents arguments. On peut hésiter avec le Citroën C4 Picasso iHDI 115 chevaux à partir de 25 600 €, ou pourquoi pas le Renault Scénic DCI 110 chevaux à partir de 26 200 €. De notre côté, on aime bien la modularité des sièges arrière, l'homogénéité globale à bord et les équipements proposés. Et on aime un petit peu moins l'agencement du poste de conduite, le moteur 112 chevaux qui est peu dynamique et la prise en main du volant. On termine avec la fiche technique de la Toyota Verso 1.6 litre D4D de 112 chevaux. Il est disponible en mars à partir de 25 800 €. Sa puissance est de 112 chevaux à 4000 tours par minute. Son couple de 270 Nm de 1750 à 2250 tours par minute. Ses émissions de CO2 ont donc perdu 10 grammes pour arriver à 119 grammes par kilomètre. Sa masse est de 1520 kg à vide.
Sa consommation mixte a baissé également un petit peu pour atteindre les 4,5 litres au 100. Le volume de coffre va de 484 à 1026 litres. Elle passe le 0 à 100 en seulement 12 secondes 7 et le volume de son réservoir est de 55 litres. La nouvelle R1200 GS s'agrémente en 2014 d'une déclinaison taillée pour le tour du monde avec la nouvelle R1200 GS Adventure. Le nouveau cadre treillis pourrait presque alléger la ligne de notre Adventure sur l'arrière, mais l'avant ne l'est pas du tout, principalement en raison de son réservoir qui gagne 10 litres sur celui de la GS pour atteindre 30 litres. On remarque la petite trappe à son sommet qui permet de glisser une carte de crédit ou un peu de monnaie. Ces dimensions sont encore accentuées par les nombreuses protections, les projecteurs additionnels et bien entendu la hauteur de la machine. Les suspensions gagnent 2 cm de débattement à l'avant et à l'arrière et la selle 4 cm pour culminer entre 89 et 91 cm. Comme la GS, l'Adventure possède dorénavant une selle en 2 parties. L'avant est assez étroit pour faciliter la pose des pieds au sol, ce qui est important car elle annonce 22 kg de plus que la GS standard et surtout en mesurant 1,83 m, je ne pose pas les 2 pieds à plat au sol. Cette année, on trouve 2 séries, 2 modes de conduite, pluie et route, l'ABS et le contrôle de traction ASC. Les suspensions à réglage électronique ESA sont proposées en option. On retrouve la bonne protection du grand pare-brise qui se règle en hauteur d'une seule main, même si en roulant, on est obligé de manipuler la grosse vis avec la main gauche alors qu'elle est placée à droite. Sous nos yeux, le tableau de bord est bien plus complet et lisible avec un plus grand écran. On note enfin la molette au guidon gauche qui permet du bout d'un doigt de zoomer sur le GPS Navigator 5 en option sans lâcher le guidon. C'est très sécurisant car l'écran du GPS est tactile mais assez éloigné. La GS Adventure, l'année 2014, vraiment le sommet de tous les GS. 31 ans d'expérience et la GS Adventure, c'est vraiment la moto pour la grande évasion. C'est pas comme l'RT qui est plutôt tourisme. Ici, on a à la fois une moto qui peut servir pour aller boire un café en centre-ville, mais qui est aussi prêt à chaque moment à partir pour faire le long way round comme d'autres l'ont fait déjà et partir à l'autre bout du monde. La GS Adventure cette année, elle a récupéré le moteur de la GS l'année dernière. Donc c'est le moteur refroidi par liquide. Et on n'est plus sur le refroidissement à air. Pas seulement ça, le moteur a reçu 3 modes de mapping. On peut changer mode rain, mode road ou dynamique pour avoir plus d'agressivité dans ce moteur. Il y a les nouvelles suspensions, le off-road ABS qui te permet vraiment de freiner avec toute ta force mais en restant maître de la situation. On a l'éclairage LED, on a un réservoir qui permet une autonomie de 500 km, on a une ergonomie qui a changé, enfin bref, on a une moto comme on n'a jamais eu. À la conduite, on est haut perché mais avec le large guidon, la machine se bascule d'un angle à l'autre assez facilement, bien plus qu'on ne l'imagine. Si elle est moins vive que sa sœur, son agilité est tout de même surprenante. Le bémol ne vient ni de sa masse de 260 kg, ni de son imposant gabarit, mais de la contenance de son réservoir, puisque lorsqu'il commence à se vider, on ressent assez nettement les mouvements du carburant. Ce n'est pas dangereux, mais étonnant sur les premiers kilomètres. Le centre de gravité très bas et le large guidon font qu'on compense aisément sans toutefois retrouver la sérénité de la GS standard. La nouvelle motorisation de l'Adventure est légèrement différente avec un vilebrequin doté d'un volant d'inertie plus lourd de 950 grammes. On gagne sans doute un peu en souplesse, mais elle reste très vive et la différence entre les deux GS est difficile à apprécier sans confrontation directe. Vers 1500 à 2000 tours par minute, le flat reprend facilement avec un petit supplément de peps vers 6000 tours par minute pour offrir une belle allonge. Plus linéaire que le précédent, débarrassé de son couple de renversement et associé à une nouvelle boîte de vitesse intégrée, ce boxeur liquide est très facile à exploiter. L'agrément offert progresse très nettement, comme on l'avait déjà constaté sur la GS. L'année dernière, la nouvelle R1200 GS changeait tout, sauf sa philosophie. Un vrai tour de force lorsqu'on voit tout le travail accompli.
BMW renouvelle cette réussite avec la nouvelle Adventure, même sans doute un peu plus. En effet, malgré son encombrement, elle gagne beaucoup en dynamisme et en facilité de conduite. Elle dispose aussi de quelques équipements très pratiques au quotidien comme le réglage de la hauteur du pare-brise d'une seule main ou encore la molette multifonction au guidon. Mais même si vous avez la bonne longueur de jambe, il faudra tout de même un petit bagage technique avant de partir faire un tour du monde, même si la machine semble très facile. Pour cela, BMW ne manque pas de propositions. Et c'est vraiment, comme j'ai dit, un style de vie. On organise pour nos clients des GS Trophy, d'abord en France, avec une société dans le sud de la France. On l'a organisé en 2013, en 2012, en 2011. Et chaque 2 ans, il y aura une version internationale. Cette année, elle va avoir lieu au Canada au mois de septembre. Et c'est vraiment un événement où tu peux mettre au travail ton outil. Et c'est pas seulement pour les pilotes expérimentés, mais c'est ouvert à tous les niveaux. On t'apprend à piloter ta moto, partager des bons moments avec tes copains et vivre cet esprit GS. Pour nous, la GS, c'est aussi le voyage, comme j'ai dit déjà. On a des entreprises avec qui on travaille ensemble pour organiser des raids, si c'est en Australie, en Afrique du Sud, ou en Amérique du Sud. Mais également, on a notre GS Academy en Allemagne, à Eschlingen, où on t'apprend à utiliser vraiment cette moto et tout ce qu'elle peut faire et tout ce qu'elle peut t'offrir pour voyager. Et on a des projets en France aussi pour installer un GS Academy, une académie à piloter une moto comme une GS. Mais ça, on va encore un petit peu travailler dans la course de l'année. On peut hésiter avec la nouvelle Yamaha XT 1200 ZE Super Ténéré à partir de 15 999 €, ou pourquoi pas la Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX à partir de 15 999 € également. De notre côté, on aime bien la facilité de conduite malgré le gabarit, le moteur dynamique et réactif et l'équipement qui est nettement enrichi. Et on aime un petit peu moins la hauteur de selle toujours très importante, le poids au perché avec les 30 litres de carburant et le réglage du pare-brise en roulant qui n'est pas forcément très aisé. On termine avec la fiche technique de la BMW R1200 GS Adventure. Elle est disponible à partir de 16 650 €. Sa puissance est de 125 chevaux à 7 750 tours par minute, son couple de 125 Nm à 6 500 tours par minute, son frein avant comprend 2 disques de 305 mm, son frein arrière un seul disque de 246 mm, le pneu avant est un 120/70 19 pouces, le pneu arrière un 170/60 17 pouces, la selle se règle en 2 hauteurs, 89 ou 91 cm, une selle basse est proposée en option, le poids est de 260 kg avec le réservoir rempli à 90%, un réservoir qui annonce une capacité gargantuesque de 30 litres. Et voilà, c'est terminé pour ce 24e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 21 mars avec les essais de la nouvelle Audi S3 berline, de la KTM Adventure 1190R avec le contrôle de trajectoire et du nouveau Mitsubishi Outlander hybride. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt!